Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 20 juin. Salut à Quentin et salut à Gulli. Gulli, ça fait un bail. Salut Gulli, comment ça va de ton côté? Bonjour, c'est bien ici pour le jus de cerveau que tu demandes. Aujourd'hui, ça devrait être soft. Le vendredi, on est plus sur le Jodo Shinshu. Jodo Shu, là, en réalité, les deux, hein, bien sûr, sont très liés l'un à l'autre. C'est juste qu'on étudie en ce moment le Senjakushu de Honen, qui est un texte fondateur de l'école Jodo Shu, mais qui est aussi, du coup, très important dans le Jodo Shinshu, puisque c'est le texte principal du maître de Shinran, Honen, hein, donc le maître de Shinran, et Shinran étant le fondateur de ma propre école, le Jodo Shinshu. Donc voilà, ce livre est aussi très important dans ma branche du bouddhisme, ici traduit par le révérend Jérôme Ducor. C'est plus le mercredi en général, le mercredi où on est un petit peu voilà, en jus de cerveau, on est un peu en violence avec Vimalakirti et ses punchlines. J'avoue que voilà, on a fait un peu cette tradition en ce moment du mercredi ça pique et vendredi on est plus soft. Et surtout que le texte qu'on aborde en ce moment, hein, le Senjakushu, est justement un texte qui est un texte très rigoureux, un texte qui est des fois un petit peu austère, mais qui a au moins cet avantage d'être très simple à comprendre et très clair. Il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a pas de conception métaphysique bizarre et complexe sur la vacuité ou je ne sais quoi. C'est vraiment très très simple, hein. Rappel, le but de ce texte, eh bien, c'est à la demande de Kujo Kanezane, qui est globalement l'équivalent du premier ministre de l'époque, qui était un disciple de Ronen, eh bien, Ronen va écrire un texte dans lequel il résume ses enseignements. Et surtout, en fait, il va montrer comment est-ce qu'il en arrive à sélectionner parmi cette immensité de pratiques bouddhistes et de textes bouddhistes, eh bien, les textes que sont les trois sutras de la Terre pure et une pratique unique qui est celle du Nembutsu. Et pourquoi, du coup, cette pratique uniquement et pas d'autres pratiques? Donc, c'est ça le but de ce texte de Ronen. Salut Sab de vos textes qui, du coup, sur la demande de Ronen, avait été globalement caché, même si déjà des petits bouts en avaient circulé pendant sa vie, il avait été caché jusqu'à la mort de Ronen. Ronen avait demandé, s'il vous plaît, le faites pas tourner de mon vivant parce que ça va créer des polémiques. Il y a certains passages dans le texte, on en avait déjà vu un la semaine dernière, qui effectivement peuvent vite poser des gros problèmes par rapport à ce qui était la norme, on va dire monastique notamment à l'époque de Ronen. Donc il avait dit, s'il vous plaît, cachez le texte, ne le montrez pas. Et dès qu'en fait Ronan est mort, le texte a commencé à circuler. Effectivement, ça a fait grande polémique. Il y a eu carrément des textes qui ont été écrits pour démonter les arguments principaux. Voilà, ça a fait scandale. Mais il n'empêche que, eh bien, l'école Jodo Shu, qui se base sur ce texte, et l'école Jodo Shinshu, fondée par le disciple de Ronen, qui s'appelle Shinran, eh bien, sont toujours les plus grandes écoles en termes de temples et d'adhérents au Japon à l'heure actuelle. Donc, comme quoi, la polémique n'a pas suffi à casser l'intérêt de ce texte et sa puissance doctrinale. Donc voilà où on en était. Et je vais vous partager l'écran. Par rapport à la semaine dernière, je vais faire un tout petit retour en arrière parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais commencé à attaquer un sous-chapitre de ce chapitre 2. On est dans le chapitre 2. Et en fait, j'avais pas pu aller bien loin. Et je me dis que par souci de contexte, me dirait JDG, contexte, ce serait peut-être pas mal que je retourne un tout petit peu en arrière et que je reprenne le début de ce sous-chapitre. Ça permet de redonner voilà, un petit peu de contexte à tout ça pour qu'on sache de quoi on était en train de parler, sinon ça va pas être très clair. Donc, de quoi on parlait? On était en train donc de discuter, c'est le chapitre qui est un chapitre sur la pratique. Oh, attendez, je vais juste me remettre de la lumière au-dessus de moi. Pardon. Ça, je serai moins gris. Donc, on était en train de discuter de la pratique et Ronen, sur la base du moine chinois Shandao, qui est vraiment son inspiration principale, un moine chinois très important. Ronen expliquait qu'il y a globalement deux types de pratiques. Il y a ce qu'il va appeler les pratiques propres et les pratiques mélangées. Les pratiques propres, pour Ronen, eh bien, ce sont toutes les pratiques qui vont se centrer uniquement sur le Bouddha Amida et les sutras qui sont liés au Bouddha Amida, c'est-à-dire la récitation des sutras d'Amida, la louange d'Amida, la récitation de son nom, la visualisation d'Amida, etc. Il y a 5 pratiques comme ça qui sont les pratiques propres, qui sont centrées uniquement sur Amida. Et à côté, il va séparer ça des pratiques mélangées, qui sont du coup les pratiques qui vont se baser sur d'autres Bouddhas, ou un mélange. On va faire un petit peu de pratique sur Amida, un petit peu de pratique sur le Bouddha de médecine, un petit peu de pratique sur Maitreya, etc., etc. Donc on va tout mélanger. Et Ronen disait, donc sur la base de Shandao, on disait effectivement, il faudrait idéalement délaisser les pratiques mélangées pour se diriger vers la pratique propre. Et il était même allé encore plus loin en disant, parmi les pratiques propres, il y en avait 5, il y en a une
qui doit avoir le privilège sur les autres, c'est la pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida, puisque c'est cette pratique qu'on retrouve dans les vœux du Bouddha. Donc, quitte à choisir parmi les pratiques propres encore, autant faire celle qui est la plus efficace et la plus ouverte à tout le monde, qui est la pratique de la récitation du nom. Pourquoi, entre autres, cette pratique? On aura l'occasion d'en rediscuter, mais elle a plusieurs avantages par rapport aux autres pratiques propres, et bien, notamment le fait qu'elle peut être faite n'importe quand, par n'importe qui, peu importe le niveau d'érudition. Si la pratique principale était la récitation des sutras, les illettrés de l'époque ne pourraient pas réaliser cette pratique. Si c'était la pratique de la visualisation et de la méditation sur Amida, la plupart des gens qui n'ont pas d'entraînement sur la méditation ou tout simplement qui sont tellement pris par leur travail qu'ils ne peuvent pas consacrer ce temps, le travail et vie de famille, consacrer ce temps à la pratique méditative, ils n'ont pas le cadre qui leur permet de faire ça, eh bien, ils seraient exclus. Mais la pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida, eh bien, c'est une pratique qui peut être faite par tout le monde. Et c'est ce point-là qui est extrêmement important pour Ronen. Ronen, lui, son objectif, c'est vraiment de trouver une pratique qui pourrait être ouverte à tout le monde, peu importe le niveau d'érudition, peu importe le niveau de richesse, peu importe le niveau entre guillemets de pureté, c'est-à-dire une pratique qui pourrait être ouverte autant à des moines qui gardent les préceptes que, par exemple, à des prostituées ou à des bouchers, des pêcheurs, etc. Donc des gens qui sont considérés comme impurs dans cette société, eux, eh bien, devraient pouvoir également profiter de cette pratique. Donc c'est une pratique qui devrait être universelle et donc caractérisée par justement une certaine forme de facilité qui garantit son universalité. Donc c'est vers ça que Ronen tend, et c'était vraiment son objectif. La légende, je vous le redis une fois en titre d'introduction, hein, l'histoire raconte que Ronen a lu l'entièreté des centaines de sutras Saludagdeg plusieurs fois, avec les commentaires et tout, et justement dans l'optique de trouver cette pratique, cette chose qui pourrait être accessible à tout le monde, qui rendrait le bouddhisme ouvert à tout le monde. Et il a fini par la trouver en lisant un commentaire du moine chinois Shandao, et c'est pour ça que Shandao, donc qui a accès sur les pratiques de la terre pure, c'est pour ça que Shandao est aussi présent dans ce texte de Ronen. C'est vraiment son maître. Même s'ils ne se sont jamais connus, hein, Shandao a vécu bien avant Ronen. Grâce à ces textes, vraiment, Ronen est devenu un disciple de Shandao et il s'en inspire énormément. Donc c'est là où on en était. Voilà. Et donc on expliquait, on avait commencé à regarder ça là, il y a 2-3 semaines quand on avait fait le dernier live là-dessus. Oui, il y a 2 semaines. La dernière, j'étais pas là. On discutait en fait des avantages et des désavantages de 2 sortes de pratiques, c'est-à-dire les avantages et les désavantages qui sont liés à la pratique, aux pratiques propres, donc toutes les pratiques tournées vers Amida, autant visualisation que récitation des sutras, que bien sûr la récitation du nom d'Amida, le Nembutsu. Donc, quel est l'avantage de ces pratiques propres et quels sont les désavantages liés à ce qu'on va appeler ces pratiques mélangées qui sont tournées vers d'autres Bouddhas que le Bouddha Amida. Donc, il avait au départ cité Shandao et voilà ce que Ronen explique ici. Dans la citation de Shandao ci-dessus, c'est le passage qui dit « Si nous cultivons les 2 premières pratiques que sont l'acte de la vraie fixation et les actes auxiliaires, donc ça c'est ce qu'on appelle les pratiques propres, l'acte de la vraie fixation étant le Nembutsu, les actes auxiliaires étant la visualisation, la récitation des sutras, etc. Eh bien, quand on réalise donc l'acte de la vraie fixation et les actes auxiliaires, le Bouddha Amida est toujours notre intime, proche de notre cœur, et la commémoration du Bouddha n'est pas interrompue. Ces 2 catégories de pratiques sont donc qualifiées d'ininterrompues. Mais si l'on cultive les autres pratiques qui sont mélangées, le cœur est constamment interrompu, et même si l'on peut naître dans la terre pure en transférant leurs mérites, elles sont globalement qualifiées de pratiques mélangées et distantes. Donc là, c'est Ronen qui revient. L'examen du sens de ce passage montre un quintuple contraste entre les pratiques propres et les pratiques mélangées. On peut voir dans le Senjakushu que Ronen, c'est un mec qui a un esprit analytique. Hein. C'est vraiment il y aime l'analyse. C'est une personne, il fait partie de cette catégorie qui est très très analytique. Il aime vraiment mettre des catégories, séparer les choses en catégories pour que tout soit bien très très clairement défini. Voilà, il a ce type de cerveau. Voilà, faut le comprendre. Donc, il dit, on voit dans ce petit texte un quintuple contraste entre les pratiques propres et les pratiques mélangées. Ce quintuple contraste, c'est donc intime versus distante, proche versus éloigné, ininterrompu versus interrompu, l'absence de transfert de mérite versus le transfert de mérite, pur versus mélangé. Donc il va reprendre chacune de ces catégories-là et il va développer un petit peu ce qu'il entend par là et quelles en sont les conséquences. Ce qui va être intéressant, et ce que j'avais pas eu le temps de faire la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est pour ça que je veux revenir un peu dessus, c'est que
pour certains de ces contrastes, ce que va expliquer Ronen ici sur la base de Shandao, c'est tout à fait valable dans le cadre du Jōdoshu, l'école de la terre pure Jōdoshu. Mais dans le cadre du Jōdo Shinshu de Shinran, on pourrait avoir des petits bémols à ajouter. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir aussi, nuancer un petit peu ces propos-là, pour vous expliquer comment est-ce que dans le Jōdo Shinshu, on aurait tendance à les comprendre un petit peu différemment. Voilà. Et ça va être surtout vrai pour cette histoire de pratique intime versus distante. Donc intime versus distante, intime, celui qui cultive les pratiques de l'acte de la vraie fixation et des actes auxiliaires, donc celui qui est tourné tout le temps vers Amida dans ses pratiques, est un intime du Bouddha Amida. C'est pourquoi un passage antérieur du commentaire de Shandao explique « Lorsque les êtres mettent en pratique le Nembutsu, oralement, ils nomment toujours le Bouddha et le Bouddha les entend. Physiquement, ils vénèrent le Bouddha et le Bouddha les voit. Mentalement, ils commémorent toujours le Bouddha les connaît. Bref, lorsque les êtres se souviennent du Bouddha, le Bouddha aussi se souvient des êtres. Le triple karma, les actes mentaux, verbaux et corporels des êtres et celui du Bouddha ne se séparent plus. C'est pourquoi le Nembutsu est appelé affinité d'intimité. Et il va donc contraster ça avec ce qui est distant. Distante se dit des pratiques mélangées. Si les êtres ne nomment pas le Bouddha oralement, le Bouddha ne les entend pas. S'ils ne vénèrent pas le Bouddha avec leur corps, le Bouddha ne les voit pas. S'ils ne pensent pas au Bouddha en leur mental, le Bouddha ne les connaît pas. Si les êtres ne commémorent pas le Bouddha ne commémore pas non plus les êtres. Leur triple karma et le sien sont constamment séparés. Ces pratiques sont donc appelées pratiques distantes. Ce que vous voyez ici, et c'est là justement où je voudrais apporter un peu de contraste par rapport au Jōdo Shinshu, ma propre branche, c'est que dans cet extrait de Shandao et l'explication de Ronen, on a vraiment cette idée de dire, c'est un peu l'idée du « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire, il faut penser au Bouddha, alors le Bouddha pense à toi. Il faut réciter le nom du Bouddha, alors le Bouddha pense à toi aussi. Comme il le dit ici, hein, si tu vénères le Bouddha, alors le Bouddha aussi va se souvenir de toi, etc., etc. Donc en fait, si tu fais coïncider ce qu'on appelle ton triple karma, c'est-à-dire les actes mentaux, verbaux et corporels, c'est-à-dire si au niveau mental, tu penses au Bouddha, le Bouddha pense à toi. Si au niveau verbal, tu parles du Bouddha, tu commémores son nom, le Bouddha te commémore aussi, il se rappelle de toi. Et si au niveau corporel, tu vénères le Bouddha, alors à nouveau, le Bouddha est tourné vers toi. Donc il y aurait cette idée de, il faut soi-même commencer à faire cet effort-là pour que le Bouddha puisse répondre. Et c'est d'autant plus flagrant ce qu'il explique ici, quand il dit au niveau de la pratique distante, si les êtres ne nomment pas le Bouddha oralement, le Bouddha ne les entend pas. S'ils ne vénèrent pas le Bouddha avec leur corps, le Bouddha ne les voit pas. S'ils ne pensent pas au Bouddha leur mental, le Bouddha ne les connaît pas. Donc il y a vraiment cette idée de dire, en gros, le Bouddha, c'est comme si il était dans un coin, et en gros, tant qu'on l'appelle pas, tant qu'on n'interagit pas avec lui, il reste dans son coin et il n'interagit pas avec le participant, avec le pratiquant. C'est quelque chose qui, dans le Jōdo Shinshu, paraîtrait un petit peu bizarre parce que ça sous-entend que le pratiquant doit faire l'effort d'aller solliciter le Bouddha. Il doit faire un pas vers le Bouddha pour que le Bouddha fasse un pas vers lui. Ce qui sous-entend une forme de... Il faut l'invoquer en mode dame blanche, Ticuli, ah non. Amida, Amida, s'il l'invoque 3 fois, il apparaît. D'ailleurs, tu vois, ça va être encore plus clair dans approche versus éloigné ton histoire là. Mais... il y a vraiment cette idée de, voilà, tu dois faire un pas vers le Bouddha alors fait un pas vers toi, et sinon, bah, c'est comme s'il ne te voyait pas tant que tu ne lui parles pas. Dans le Jōdo Shinshu, on aurait tendance à trouver ça bizarre parce qu'il y a vraiment cet aspect de pouvoir personnel. C'est le pratiquant qui doit faire un effort pour que le Bouddha fasse un effort vers lui. Un peu comme si on se retrouvait au milieu d'une ligne, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, on se rencontre à cet endroit-là. Dans le Jōdo Shinshu, on a une vision qui est très différente de ça, qui est le fait que rien de ce que fait le pratiquant n'a de réelle influence sur le Bouddha Amida. La seule chose que peut faire le pratiquant, c'est s'en remettre entièrement au Bouddha, et c'est le Bouddha qui fait tout le travail. C'est-à-dire que dans le Jōdo Shinshu, si on reprend un peu cette même idée de « moi je suis là, le Bouddha est là », le Jōdo Shinshu, ce serait cette idée-là de dire « je fais un pas là, le Bouddha vient vers moi ». Le Jōdo Shinshu, c'est-à-dire « moi je suis là, le Bouddha est là, le Bouddha il fait ça », directement. Il faut juste qu'on le laisse passer. C'est un peu comme si, dans cette version-là qu'explique Onen, on était constamment obligé d'appeler Amida pour que Amida se rappelle de nous. Je dis, hey, Amida, comment tu vas aujourd'hui? Amida me répond. Ou tu lui envoies des lettres, tu le Skype, etc. Alors que dans le Jōdo Shinshu, Amida, c'est vraiment comme si nous, on était dans notre maison, et Amida vient constamment frapper à la porte, il essaie de déglinguer la porte comme un dingue,
On le voit passer par la fenêtre, il nous appelle, etc. Et c'est juste que nous, en tant que pratiquants, on ne s'en rend, avant de vraiment s'en remettre au Bouddha, on ne s'en rend pas compte et on n'ouvre pas la porte. La seule chose qu'on a à faire, c'est s'en remettre au Bouddha, c'est ouvrir la porte pour le laisser rentrer. C'est pas nous qui avons besoin de faire cet effort d'aller vers Amida pour qu'Amida vienne vers nous. Amida est toujours vers nous. Amida est toujours présent. Dans le Jodo Shinshu, Amida, c'est la lumière infinie. Il brille sur tous les êtres en permanence. Il est partout présent. Il est tout le temps présent. C'est le Bouddha de la vie infinie et de la lumière infinie. Ça veut dire qu'il est tout le temps présent et qu'il est partout présent. Il est infini spatialement et temporellement. Donc il n'y a aucun moment où il ne peut pas être en contact avec les pratiquants. La seule différence, c'est que nous, eh bien, on est en permanence en train de penser à autre chose, en train de faire autre chose, même si cette autre chose, c'est pratiquer avec d'autres Bouddhas, etc. On n'est juste pas tourné vers Amida. C'est juste ça. En fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est se rappeler de la présence d'Amida. Mais c'est pas parce qu'on se rappelle d'Amida qu'Amida se rappelle de nous. Et inversement, c'est pas parce qu'on oublie Amida qu'Amida nous oublie. Dans le Jodo Shinshu, ça marche pas comme ça. Amida se rappelle systématiquement et en permanence des êtres. Il attend juste que les êtres laissent tomber leur propre force pour s'en remettre au Bouddha et laisser entrer la compassion dans leur maison, qu'ils ouvrent la porte pour que la compassion puisse rentrer. C'est très très différent comme approche. Donc c'est pour ça que voilà, je mets un petit bémol sur cet aspect intime versus distant, parce que vraiment dans le Jodo Shinshu, on ne le comprendrait pas comme ça. C'est pas aux pratiquants d'aller faire en sorte qu'Amida se rappelle de lui. Clairement pas. C'est plutôt aux pratiquants de se rappeler qu'Amida se rappelle de lui. C'est l'inverse en fait. C'est vraiment l'inverse. C'est pas le pratiquant qui doit se rappeler d'Amida pour que Amida se rappelle de lui. Amida se rappelle en permanence du pratiquant. C'est juste nous qui l'avons oublié en fait. Il faut juste qu'on se rappelle de ça. C'est ça la grosse différence. Et c'est en ça qu'on devient intime avec le Bouddha dans le Jodo Shinshu. C'est pas en cultivant les trois pratiques, ce qui fait que le Bouddha réalise les trois pratiques. C'est simplement on devient intime quand on se rappelle. Si on reprend cette métaphore et cette histoire, pas métaphore, mais cette importance du triple karma, actes mentaux, verbaux et corporels, c'est pas en pratiquant ces trois actes mentaux que le Bouddha se rappelle de nous et que du coup, comme mes actes et ceux du Bouddha coïncident, on fusionne. Dans le Jodo Shinshu, c'est simplement de laisser tomber tout ça pour que les trois actes du Bouddha nous englobent. C'est complètement différent. On fait pas un pas chacun, c'est vraiment je laisse tomber, le Bouddha m'englobe. C'est ça la différence avec le Jodo Shinshu. Voilà. Et Quentin qui dit, oui, il y a quand même un micro-effort à faire, appeler Amida pour qu'il nous entende. Non, eh bien non, du coup, même pas, parce qu'en fait, dans le Jodo Shinshu, vraiment, le Nembutsu, le réel Nembutsu qu'on va prononcer, c'est un Nembutsu qui sert à remercier le Bouddha. Il a aucune efficacité. En fait, dans le Jodo Shinshu, l'événement le plus important qui s'appelle Shinjin, qui est ce moment où d'un coup on s'en remet vraiment de tout cœur au Bouddha Amida, quand on a cette expérience de Shinjin, on va réciter le Nembutsu, mais c'est pas un Nembutsu qui est là pour appeler le Bouddha, c'est je m'en suis remis au Bouddha, j'ai entre guillemets ouvert, la porte s'est ouverte d'elle-même. En fait, c'est même pas moi qui ai ouvert la porte de ma maison, la porte de mon cœur qui était enfermée, c'est vraiment la porte qui a fini par céder à force qu'Amida tape dessus. Et là, la compassion du Bouddha rentre dans la maison. Et la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de le remercier, en fait. Le Nembutsu qu'on va réciter, c'est un Nembutsu de bienvenue, en fait. C'est un Nembutsu de remerciement, un Nembutsu de bienvenue, un Nembutsu bienvenue dans la maison Amida. Mais c'est pas notre Nembutsu qui permet à Amida de rentrer. Il est déjà rentré, en fait. C'est vraiment un Nembutsu de remerciement, de gratitude. Voilà. Qui, du coup, est là juste pour dire merci. C'est une version un petit peu différente. Et vous voyez, ça peut paraître être un détail, mais c'est extrêmement important dans le vécu derrière du pratiquant. Parce que quand on lit l'extrait qu'on vient de lire là du Senjakushu, on a vraiment de Ronen, on a vraiment cette impression que, et il y aura d'autres extraits un peu plus loin qui sont un peu dans la même idée, qu'on doit constamment accorder notre triple karma, nos actes mentaux, verbaux et corporels, qu'on doit constamment accorder notre triple karma au triple karma d'Amida. Donc on doit constamment faire cet effort de se tourner vers Amida, de pratiquer vers Amida, pour qu'Amida soit là. Alors que dans le Jodo Shinshu, on a vraiment cette idée, bien sûr, on va pratiquer vers Amida, mais on le pratique parce qu'on sait qu'Amida est déjà avec nous, en fait. Donc on pratique pour le remercier, pour être en contact avec lui, pour se rappeler qu'il est là. Pas pour l'appeler et le faire venir, mais tout simplement pour se rappeler qu'il est là. Et c'est très différent à nouveau, hein. Se rappeler qu'il est toujours avec nous. C'est une approche au niveau psychologique qui est très différente. Parce que ça sous-entend que derrière, même si j'arrête de faire ces pratiques-là, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'Amida m'entourait de sa compassion, eh bien, j'ai pas forcément besoin de me forcer à l'appeler, en fait. Il est déjà là. Il a toujours été là, en fait. Je me suis juste rappelé qu'il était toujours là. Complètement différent comme approche. Voilà. Donc, proche éloigné. Donc ça, c'était donc intime versus distante. Ensuite, on a proche et éloigné qui peuvent être assez similaires. Ronen va les séparer quand même.
Il explique, proche, c'est celui qui cultive les pratiques de l'acte de la vraie fixation et des actes auxiliaires, et il se retrouve donc très proche du Bouddha Amida. C'est pourquoi un passage antérieur du commentaire de Shandao explique: si les êtres font le vœu de voir le Bouddha se manifeste aussitôt devant leurs yeux conformément à leurs pensées. Éloigné se dit des pratiques mélangées. Si les êtres ne font pas le vœu de voir le Bouddha ne se conforme pas à leurs pensées et ne se manifeste pas aussitôt devant leurs yeux. Ces pratiques sont alors qualifiées d'éloignées. Ici, on trouve un peu la même idée, et à nouveau, dans le Jodo Shinshu, moi j'aurais tendance à l'interpréter un tout petit peu différemment. Plutôt que de dire si les êtres ne font pas le vœu de voir le Bouddha ne se conforme pas à leurs pensées et leur n'apparaît pas devant eux. En fait, la différence ici, à nouveau, vous voyez, c'est vraiment se dire je fais le vœu, du coup le Bouddha apparaît. Dans le Jodo Shinshu, ce serait un petit peu différent. Le Bouddha est déjà là. La seule chose, le problème, c'est que je ne le regarde pas, en fait. C'est pas comme parce que je fais le vœu de le voir qu'il apparaît. Il est déjà là. Il faut juste que je pense et que je me rappelle qu'il a toujours été là et qu'il est toujours là, et que simplement, moi, je vaque à mes petites occupations et que je ne me rends pas compte que je suis entouré par la compassion du Bouddha. C'est là, dans ces cas-là, qu'on devient proche. Sinon, on reste éloigné, mais on reste éloigné tout simplement parce qu'on regarde ailleurs, en fait. On oublie qu'il est là, on vaque à nos occupations, alors que le Bouddha nous entoure en permanence. Voilà, comme ça, comment on pourrait le comprendre un peu dans le Jodo Shinshu. Et c'est en ça que vous voyez qui est intéressant, c'est que Shinran, non seulement il a lu le Senjakushu, mais il a même copié le texte. Il en a une copie, ce qui était un privilège accordé qu'à certains disciples de Ronen. Tout le monde n'avait pas le droit de copier le Senjakushu, puisque le texte était censé rester un petit peu caché jusqu'à la mort de Ronen. Ronen ne voulait pas qu'il circule partout, donc il ne le laissait copier qu'à des disciples de confiance. Shinran, et d'ailleurs Shinran en est très fier, il explique dans un de ses textes qu'il a eu le privilège de copier ce texte et qu'il en a du coup, voilà, c'est très important pour lui. Et pourtant, malgré tout, vous voyez que sur certains points, Shinran va aller plus loin que son maître. Il va avoir une interprétation qui est légèrement différente. Il va pas aller entièrement à l'encontre de son maître, clairement pas, parce qu'à nouveau, Shinran, pour lui, Shinran n'est qu'un disciple de Ronen. Il a aucune vocation à innover, il a aucune vocation non plus à créer une nouvelle école. L'école Jodo Shinshu, fondée avec des grosses guillemets par Shinran, c'est pas Shinran qui a dit je vais créer une nouvelle école. Shinran, il a juste dit moi je suis un disciple de Ronen, il a créé l'école de la Terre pure, bah voilà, moi je continue ça. Mais en fait, Shinran sur certains points est tellement plus radical que Ronen, et il a une approche qui est tellement différente de par son vécu, de par son introspection, etc., que sur le moyen terme, on n'a pas pu garder la cohérence entre les deux écoles, Jodoshu et Jodo Shinshu. Les différences qui paraissent être des différences de surface ont en fait une telle importance dans la vie spirituelle du pratiquant que les deux branches ont dû se séparer, et que du coup, l'école Jodo Shinshu a fini par naître et l'école Jodoshu a continué sa route. Mais ça n'est pas une volonté de Shinran de créer ça. Ça s'est fait plus tard parce que c'était impossible de maintenir la cohérence réelle entre les deux. Il y avait trop de petites différences doctrinales qui avaient une réelle importance. Donc voilà, juste ce petit rappel pour ça, quoi. Mais voilà, pour Shinran, lui, il ne fait que suivre Ronen, mais c'est juste que voilà, il va interpréter des fois les passages un petit peu différemment, de par vraiment son vécu et sa relation avec Amida, qui est beaucoup plus. Alors, je ne voulais pas dire poussée, parce que la relation de Ronen à Amida est extrêmement poussée aussi, mais qui est beaucoup plus, dans le cas de Shinran, dans cette optique de lâcher prise. Pour rappel, je fais des petites divagations à droite à gauche, mais Ronen, il avait notamment ces pratiques qu'il aimait bien faire, où il allait en gros, se mettre en retraite tout seul, voilà, et il répétait le Nembutsu 60 000 fois par jour. 60 000 fois par jour. Ça veut dire que si vous le récitez une fois par seconde, ça fait 1000 minutes. Ça fait 12 heures. Ou plus, je sais pas, mauvais calcul. 13, 14 heures, un truc comme ça. Alors peut-être qu'il récitait plus que 1 par seconde, mais vous imaginez, il passait facilement 6, 7, 8, 10 heures à réciter le Nembutsu. Justement, dans cette même idée, en disant, quand on s'adresse au Bouddha, le Bouddha, eh bien, du coup, est en contact avec nous. Alors que dans le Jodo Shinshu, Shinran a une optique complètement différente. Il ne s'intéresse pas au nombre de Nembutsu. Et c'est pas sa logique. Ça va pas être de réciter le Nembutsu plein de fois. Au contraire, ça va être de se rappeler de la compassion du Bouddha et de réciter le Nembutsu en termes de gratitude. Donc il y a une grosse évolution d'optique entre Ronen et Shinran par rapport à ça. Ronen est vraiment beaucoup plus dans cette idée-là de la pratique constante.
Alors que Shinran, c'est vraiment une pratique plus qualitative parce qu'en fait, il a conscience que même s'il ne récite pas le Nembutsu, il est quand même maintenu par le Bouddha Amida. Le Bouddha Amida compassion du Bouddha, elle est là, peu importe qui récite le Nembutsu ou pas. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de se tourner vers le Bouddha. Alors, le Nembutsu sera récité spontanément. Voilà un peu la différence. Et donc, il expliquait par leur sens, les adjectifs intimes et proches peuvent paraître identiques, on est d'accord, mais le propos de Shandao est de distinguer l'un de l'autre. Ce principe se voit dans la citation de son commentaire, c'est pourquoi je les ai cités et analysés séparément. Bon. Ininterrompu versus interrompu. Bah, ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire juste là. Hein. Ininterrompu, celui qui cultive les pratiques de l'acte de la vraie fixation et des actes auxiliaires commémore le Bouddha constamment et sans interruption. C'est pourquoi le commentaire de Shandao, cité en début de chapitre, dit elles sont appelées ininterrompues. Interrompu, pour celui qui cultive les pratiques mélangées, la commémoration du Bouddha Amida est constamment interrompue. C'est pourquoi le commentaire dit le cœur est constamment interrompu. Donc là, on retrouve bien un peu cette même idée qui rejoint ce que je vous disais sur les 60 000 récitations journalières de Ronen quand il était en période d'intense pratique. Il y a vraiment cette idée de ininterrompu. Alors, on récite le Nembutsu, on pense à Amida de façon ininterrompue. Et du coup, si effectivement on est en train de faire ça, le fait d'interrompre son Nembutsu pour aller penser au Bouddha de médecine ou pour aller faire autre chose, eh bien, ça interrompt la pratique du Nembutsu. Et si on relie ça avec le premier point qu'on a discuté tout à l'heure, le fait que si je ne commémore pas le Bouddha, et du coup le Bouddha ne pense pas à moi, eh bien, vous voyez bien la logique ici, donc il faut commémorer un maximum. Mais l'inconvénient de ça, eh bien, vous le voyez, c'est assez logique, c'est que du coup, dès que ma commémoration du Bouddha s'interrompt, ce qu'elle va nécessairement faire dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est un peu comme si, du coup, au moment où elle s'interrompt, le lien avec Amida se cassait si on rate sur cette logique-là. Ce qui fait que, eh bien, si ma commémoration était interrompue, parce que d'un coup, j'entends un Zozio qui est en train de chanter dans les arbres, je lève la tête, oh ouais, le petit Zozio, je marche sans faire gaffe, et puis là, d'un coup, je me prends un piano sur la tête parce que j'avais pas fait attention que j'étais dans une rue avec les gens qui lâchent les pianos. Je meurs avec ma commémoration qui est interrompue. Résultat, eh bien, je ne peux pas renaître dans la terre pure sur cette logique-là. Parce que, au moment où je me suis pris le piano sur la tête, ma commémoration avec Amida était rompue. Et ça, c'est vraiment un des trucs très angoissants du Jodoshu et la façon dont c'est compris traditionnellement. Dans le Jodo Shinshu, on n'a pas cette problématique-là. Tout simplement parce que, en fait, ce qui est ininterrompu dans le Jodo Shinshu, eh bien, c'est la pratique d'Amida, c'est pas la nôtre. Nous, on est des gugus normaux. Clairement, moi, s'il y a un Zozio qui chante, je vais aller l'écouter parce que j'aime bien les oiseaux qui chantent, c'est joli, ça chante bien. Et c'est pas grave, parce que même si à ce moment-là, ma commémoration est interrompue, la commémoration du Bouddha Amida, c'est-à-dire le fait que le Bouddha entoure de sa compassion tous les êtres, ça n'est pas interrompu. Ça ne change rien, en fait. Et dans le Jodo Shinshu, cette expérience de Shinjin, cette expérience où on s'en remet au Bouddha, c'est justement prendre conscience de ça. C'est prendre conscience du fait que peu importe ce que je ferai, peu importe ce qui se passe, je suis en permanence entouré par la compassion du Bouddha, et c'est le cas pour tous les êtres à travers l'univers. D'ailleurs, le piou-piou qui chante, eh bien, il est entouré exactement de la même façon. Donc même si du coup, je me prends le piano sur la tête en écoutant l'oiseau, je ne commémorerai pas le Bouddha, mais comme j'ai eu par le passé cette réalisation que la compassion du Bouddha nous entourait tous en permanence, eh bien, en fait, le Bouddha, au final, par rapport à ça, j'ai déjà réalisé cet acte qui permet de renaître dans la terre pure, peu importe ce qui se passe après. Parce que je m'en suis remis de tout cœur au Bouddha Amida, j'ai laissé sa compassion rentrer dans mon cœur, donc j'ai plus à m'inquiéter par rapport à ça. C'est une grosse différence entre le Jodoshu et le Jodo Shinshu par rapport à cette idée-là. Shinran, il a tout à fait conscience, c'est une personne réaliste, il a tout à fait conscience que notre commémoration du Bouddha ne peut pas être ininterrompue. Mais qu'en réalité, c'est comme si à partir du moment où on avait eu cette expérience où on s'en remet au Bouddha, notre cœur était toujours ouvert au Bouddha. Au niveau inconscient, on est toujours tourné vers le Bouddha, même si au niveau conscient, on ne s'en rend pas compte en fait. Notre cœur est en permanence tourné vers le Bouddha parce qu'on a eu cette expérience-là. Mais la plupart du temps, c'est juste on n'y pense pas parce que on vit la vie de tous les jours, on se boit un petit café, on discute avec les copains, c'est normal quoi. On vit une vie normale de gugus normaux. Si la commémoration devait être entièrement ininterrompue, ça deviendrait à nouveau quelque chose d'inaccessible pour les gens normaux en fait. La plupart des gens, on ne peut pas faire ça. À moins d'être un moine qui passe son temps à le faire, et même le moine qui passe son temps à le faire, il y a plein d'occasions avec lesquelles il va arrêter sa commémoration. Vous voyez un petit peu à nouveau la différence entre les deux.
Et ça va être un peu le pattern qu'on va retrouver à travers ces 5 éléments qu'on va discuter ici. Si vous commencez à voir un peu un pattern qui se développe un petit peu, c'est que dans ce que décrit Ronen ici sur la base de Shandao, il y a toujours cette idée de le pratiquant fait un effort, le Bouddha fait un effort. Et surtout, presque même plus, il faut que le pratiquant appelle le Bouddha, il faut que le pratiquant soit le générateur de l'acte qui ramène le Bouddha à lui. Alors que dans le Jodo Shinshu, eh bien, tout vient du Bouddha. C'est-à-dire que c'est l'acte du Bouddha qui est, si on reprend un peu les catégories, hein, c'est l'acte du Bouddha qui est ininterrompu, c'est l'acte du Bouddha qui est proche de nous, c'est l'acte du Bouddha qui est intime avec nous, c'est le Bouddha qui est intime avec nous. Donc, en fait, on laisse faire le Bouddha par rapport à ça. Ce n'est pas l'acte du pratiquant. Ce n'est pas le pratiquant qui a besoin de faire tout ça. Et Kili qui dit le Zozio va finir en KFC. Ah non, pas le KFC du Zozio. Non. Non, ah non, hein. Non, non, non. Moi, si je mange des nuggets, c'est des nuggets de soja, quoi. Je tue le soja. Le cri du soja. Absence de transfert de mérite. Donc, le quatrième, c'est l'absence de transfert de mérite versus transfert de mérite. Et ce que je viens de vous expliquer là va s'y retrouver à nouveau. Hein, cette histoire du fait que dans le Jodo Shinshu, tout est fait par Amida, pas par le pratiquant. Et le transfert de mérite inclus. Là, pour le coup, Shandao va rejoindre à peu près ce qu'on dit avec Shinran. Absence de transfert de mérite, celui qui cultive les deux pratiques que sont l'acte de la vraie fixation et les actes auxiliaires réalise par le fait même l'acte menant à la naissance dans la terre pure, même s'il n'utilise pas spécifiquement le transfert de mérite. C'est pourquoi un passage antérieur de Shandao explique: pour nommer le Bouddha, le Sutra des Contemplations enseigne 10 exclamations, Namo Amida Butsu, qui sont pourvues de 10 vœux et de 10 pratiques. Et comment sont-elles pourvues? Namo signifie prendre refuge, c'est le fait vraiment de baisser la tête. Hein. Namo signifie prendre refuge, ainsi que produire le vœu d'aller naître dans la terre pure en y transférant les mérites. Amida Butsu est la pratique. Grâce à cette signification, nous irons nécessairement naître dans la terre pure. Shandao ici, ce qui veut dire, hein, c'est que par l'acte de... c'est quand on dit Namo Amida Butsu, Namo inclut vraiment le fait de prendre refuge et le vœu de renaître dans la terre pure et de facto le transfert de mérite. En fait, c'est comme si dans cette phrase Namo Amida Butsu, le transfert de mérite était déjà inclus. Sauf qu'à nouveau, on peut sous-entendre ici que c'est le transfert de mérite du pratiquant qui transfère sa pratique du Nembutsu. C'est-à-dire le Amida Butsu, le fait de réciter le nom du Bouddha générerait des mérites que le pratiquant va transférer en vue de renaître dans sa terre pure. Dans une optique très Mahayana, hein, on transfère ses mérites, on gagne des bons points karmiques et on va transférer ses mérites dans l'optique d'atteindre un objectif. On convertit ces bons points karmiques en quelque chose. Shinran, à nouveau, va le voir différemment, parce que pour Shinran, le transfert de mérite ne peut aucunement se faire de la part du pratiquant. Tout simplement parce que les pratiquants sont des gugus normaux et qu'on fait des tas de conneries tout le temps, ce qui fait qu'on n'a pas de mérite. Et comme on n'a pas de mérite, on ne peut pas les transférer. Parce que si on les transfère, on transfère des mérites tout empoisonnés, tout pourris. Et personne n'en veut, nos mérites pourris. Donc, pas de transfert de mérite de la part du pratiquant qui sont possibles. Ce qui fait que le transfert de mérite ne peut se faire que du côté d'Amida. Celui qui transfère les mérites au pratiquant, à nouveau, c'est le Bouddha. C'est pas le pratiquant. C'est le Amida qui transfère ses propres mérites qui sont infinis et parfaits envers le pratiquant, vers tous les pratiquants, vers tous les êtres, même les plantes, même le zozio, en vue que les êtres renaissent vers la terre pure. Donc à nouveau, on a toujours cette idée du transfert, hein, ce n'est pas le pratiquant qui fait, c'est le Bouddha qui fait. Voilà. Mais même si déjà, hein, dans cet élément que discutait Shandao, effectivement, il explique que le transfert de mérite n'a pas à être fait en sus ou en plus du Nembutsu, parce qu'en fait, le Nembutsu contiendrait déjà, de par le simple mot Namo, le transfert de mérite. Et en opposition à ça, on a le transfert de mérite. Celui qui cultive les pratiques mélangées utilise nécessairement le transfert des mérites pour réaliser la cause de la naissance dans la terre pure. Même s'il ne l'utilise pas, il ne réalise. Mais s'il ne l'utilise pas, il ne réalise pas la cause de la naissance dans la terre pure. C'est pourquoi le commentaire de Shandao dit « Même si l'on peut naître dans la terre pure en transférant leurs mérites ». C'est-à-dire qu'il accepte quand même l'idée qu'en pratiquant d'autres choses que le Nembutsu, on peut renaître dans la terre pure, mais il va falloir transférer des mérites pour ça. C'est-à-dire qu'il va falloir gagner des mérites et ensuite transférer ces mérites dans cet objectif-là, alors que le Nembutsu en lui-même contient déjà le transfert de mérites. Alors soit du pratiquant si vous vous placez dans l'optique de Shandao, soit du Bouddha si vous vous placez dans l'optique de Shinran. Voilà. Est-ce que ça marche pour l'instant, ça suit? Je suis obligé de nuancer tout ce que j'explique, hein, parce que si je vous le donne tel quel,
En disant, bah voilà, en plus c'est un texte qui est un texte important aussi dans le Jodo Shinshu, vous allez le prendre tel quel. Et alors qu'en fait, c'est vrai que par rapport à ce qu'explique Shinran, il y a quand même des grosses nuances par rapport à cette partie-là. Toute cette partie-là est vraiment à mettre avec des gros guillemets dans une optique Jodo Shinshu. C'est d'autant plus intéressant. Et enfin, on a le pur versus le mélangé. Pur, cultiver les pratiques de l'acte de la vraie fixation et les actes auxiliaires, et purement la pratique de bonheur suprême. C'est-à-dire c'est une pratique qui est pure, elle est entièrement orientée vers la terre pure, vers le Bouddha Amida. Elle n'est pas, entre guillemets, parasitée par d'autres choses, elle est donc pure. Et à l'inverse, les pratiques mélangées sont mélangées, ce qui signifie que les pratiques mélangées ne sont pas purement la pratique de bonheur suprême, elles conduisent aux destinées des hommes, des dieux et des trois véhicules, ainsi qu'aux terres pures des 10 directions. Ainsi, le pratiquant de la terre pure de l'Ouest doit absolument abandonner les pratiques mélangées et cultiver les pratiques propres. Tout simplement parce qu'en fait, selon Chandao ici, si on pratique des pratiques mélangées, il y a parfois un conflit d'intérêts qui va se développer. C'est-à-dire que typiquement, on va pratiquer le Nembutsu dans une optique de naissance dans la terre pure, mais eh bien, les autres pratiques qu'on va pouvoir réaliser sont censées elles aussi avoir des effets qui peuvent faire renaître dans d'autres terres pures. Ou dans d'autres destinées. Par exemple, on peut avoir des pratiques qui sont centrées sur Maitreya, le futur Bouddha, dans l'optique de renaître dans le paradis Tushita, où Maitreya est en train de faire son full entraînement en mode One Punch Man, là. Ou plutôt en mode Saiyan, il est en mode Saiyan au-dessus, là, en mode Sangoku dans sa plateforme, là. Il s'entraîne pour devenir un futur Bouddha. Et donc, il y a des gens qui font le vœu de renaître auprès de lui pour que quand il aura fini son entraînement, on renaisse tous ensemble sur la Terre pour être auprès de ce futur Bouddha. Donc, il y en a qui veulent renaître auprès de Maitreya, il y en a qui veulent renaître dans la terre pure de Kannon, il y en a qui veulent renaître auprès du Bouddha de médecine. Donc, en fait, avec ces pratiques mélangées, on se retrouve à avoir plein de possibilités de renaissance et du coup, on ne sait plus trop laquelle a l'avantage sur quelle autre. Voilà, ça mélange un peu tout le bazar. On n'est pas centré sur Amida, du coup. Voilà, en gros, ce qu'il explique ici, quoi. Et ensuite, il va réexpliquer un petit peu cette histoire de différence et de contraste entre pur et mélangé, parce que, à nouveau, un point qui est important pour Ronen, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas l'attaquer sur le côté trop novateur de sa pensée, en disant, du coup, Ronen, il invente des classifications. On voit qu'il aime classifier, hein, c'est un petit analyste, Ronen, il aime analyser, classifier. Et du coup, il veut pas qu'on commence à l'attaquer en disant, mais t'es en train d'inventer des conneries de classification, tu nous parles de pur et de mélangé, d'où ça sort ces trucs encore, quoi. Donc voilà. Guilty, ton livre, on dirait un peu le manifeste du Parti communiste de Mao. C'est le manifeste de la Terre pure. Voilà, le guet vers la Terre pure. C'est un livre qui est important parce que vraiment, à nouveau, il faut le prendre comme un traité. C'est quasiment ça. Hein, c'est un traité d'indépendance et de création de l'école de la Terre pure. Mais il faut voir la portée que ce livre a eue. La portée que ce livre a eue sur l'histoire japonaise, elle est difficile à mesurer. De par ce texte-là, il y a la fondation de l'école Jōdoshu. Bon, ce texte-là est Ronen, hein, mais je veux dire, c'est son texte principal, qui a derrière eu toutes les ramifications qu'on connaît entre les différentes écoles de la Terre pure, que ce soit Jōdoshu, Jodo Shinshu, Jishu, plus leurs sous-écoles, et toute l'influence que ça a pu avoir sur l'histoire du Japon, c'est difficile à mesurer. Donc il faut vraiment le garder, quoi. Ah, salut Quentin, qui doit nous laisser, j'aurais fini en rediff, pas de souci. Salut à toi Quentin. Merci en tout cas pour ton soutien. Mais voilà, c'est donc un livre qui est important, mais effectivement, il est un peu particulier parce qu'il y a vraiment cette idée de trancher avec le reste pour justifier l'indépendance et la création de cette école de la Terre pure. Ronen, il a vraiment besoin de faire ça, en fait. Il a besoin de montrer pourquoi est-ce qu'il sélectionne ces sutras, pourquoi est-ce qu'il sélectionne cette pratique, pourquoi est-ce que du coup, il ne peut pas rester dans le moule des autres écoles et il a besoin de créer quelque chose qui soit différent. Pourquoi c'est suffisamment particulier ce qu'il propose pour créer quelque chose de différent. Donc pour ça, il a besoin de marquer, il a besoin de couper, de sélectionner. Hein, vraiment, Senjakushu, c'est la sélection. Il a besoin de sélectionner les différents éléments de son école et de les justifier. Mais ça, voilà, du coup, ça crée un texte un peu particulier, mais qui a vraiment son importance, quoi. Donc là, il essaie de se justifier en expliquant pourquoi est-ce qu'il a ces classifications de pur et de mélangé et de quelle façon ça s'appuie sur d'autres choses. Donc je vais vous le lire assez rapidement, c'est pas très intéressant, c'est juste pour qu'on puisse pas lui dire « Non mais Ronen, tu fais quoi? T'inventes des catégories encore, là tu nous embrouilles avec tes catégories de pur et mélangé. » Donc dans quel sutra ou traité se trouve la preuve de cette interprétation par contraste entre le pur et le mélangé?
Et il dit par exemple, les sutras, la discipline et les traités du grand et du petit véhicule offrent plusieurs exemples de méthodes contrastant le pur et le mélangé. Le grand véhicule définit une corbeille mélangée parmi ces 8 corbeilles. Nous savons donc que 7 corbeilles sont pures et une corbeille est mélangée. Le petit véhicule définit un agama mélangé parmi les 4 agamas. Nous savons donc que 3 agamas sont purs et un agama est mélangé. Dans sa discipline, il définit 20 skandaka pour montrer la pratique des préceptes. Les 19 premiers sont purs et le dernier est un skandaka mélangé. Dans ses traités, il définit 8 skandaka pour montrer la nature et les caractéristiques des choses. Les 7 premiers sont purs et le dernier est mélangé. Parmi les recueils consacrés aux sages et aux saints, la biographie des Tang et la biographie des Song définissent aussi une méthode à 10 critères pour montrer les vertus de la conduite des religieux éminents. Les 9 premiers de ces critères sont purs et le dernier est un mélange. L'encyclopédie du grand véhicule comprend également 5 catégories de méthodes, 4 premières sont pures, la dernière est mélangée. Ce contraste entre pur et mélangé ne se borne pas à l'enseignement exotérique. Donc exotérique, c'est tout ce qui est autre que l'ésotérique, c'est-à-dire les enseignements qui sont cachés, transmis de maître à disciple avec des pratiques plus magiques, etc. Donc il dit ça ne se borne pas qu'à cet aspect exotérique, mais dans l'enseignement ésotérique, qui est du coup à l'époque de Ronen le Tendai ésotérique et le Shingon, dans l'enseignement ésotérique, on trouve aussi la loi pure et la loi mélangée. Ainsi, la généalogie du canal de la loi du Bouddha, de la tradition de la montagne, comprend le chapitre de la généalogie du canal du mandala de la matrice, le chapitre de la généalogie du canal du mandala du diamant et le chapitre de la généalogie du canal du mandala mélangé. Les 2 premiers chapitres sont purs, le dernier est mélangé. Multiples sont les interprétations sur le pur et le mélangé. Mais pour faire bref, je n'en mentionne ici qu'une petite partie. Sachez que la signification du pur et du mélangé diffère donc en fonction de la doctrine. Ainsi, la présente interprétation de Shandao se borne à traiter de la pratique de la terre pure. Donc là, il reboucle sur son propos de base, après avoir justifié qu'il y a plein de cas autres dans les sutras et l'histoire du bouddhisme où on a parlé de pur et de mélangé pour les contraster. Revient à la terre pure. En dehors du canon bouddhiste, continue par rapport à ça. En dehors du canon bouddhiste, les exemples de ce contraste sont aussi très nombreux dans les canons profanes, mais je ne les citerai pas par preuve de prolixité. Il ne veut pas aller attirer les gens vers des doctrines autres. Voilà. Il a déjà du mal. Il est déjà en train d'essayer de se séparer un peu des autres écoles bouddhistes. C'est pas pour aller rebalancer des thèses des gens de Confucius ou des taoïstes. On va se calmer là. Cependant, le maître Shandao n'est pas le seul à distinguer 2 catégories de pratiques menant à la naissance de la terre pure. Donc là, il reboucle sur son propos. Selon l'interprétation du maître en méditation Dao Cho, qui est donc un des autres patriarches de la terre pure, les pratiques menant à la naissance de la terre pure sont multiples, mais elles se réduisent aussi à 2 catégories, la naissance de la terre pure par le Nembutsu, la naissance de la pratique par les myriades d'autres pratiques. Selon l'interprétation du maître en méditation Huiguan, les pratiques menant à la naissance de la terre pure sont multiples, mais elles se réduisent également à 2 catégories, la naissance dans la terre pure par le Nembutsu, la naissance dans la terre pure par les pratiques diverses. Et de même pour Genshin, qui est du coup un moine japonais, qui est aussi dans la classification des maîtres éminents de Shinran. De la sorte, ces 3 maîtres ont chacun établi 2 catégories de pratiques qui embrassent toutes les pratiques menant à la naissance dans la terre pure. Leur interprétation est très compréhensible, il n'en est pas ainsi chez les autres maîtres, qui embrouillent tout le monde. Que le pratiquant y réfléchisse donc. Et donc, il va terminer ce chapitre-là par les avantages de la pratique exclusive du Nembutsu. Les hymnes de vénération de la naissance de la terre pure de Shandao disent « Si vous pouvez pratiquer le Nembutsu de manière exclusive, comme décrit ci-dessus, continuellement et à chaque instant jusqu'à la fin de votre vie, vous irez naître dans la terre pure à 10 sur 10 et à 100 sur 100. Pourquoi ? Parce qu'en l'absence d'affinité avec les pratiques mélangées extérieures, vous obtiendrez la pensée correcte au moment de la mort. Parce que vous serez en adéquation avec le vœu primordial du Bouddha, parce que vous ne contredirez pas l'enseignement de Shakyamuni et parce que vous suivrez les paroles de tous les Bouddhas. Mais si vous abandonniez cette pratique exclusive pour cultiver les actes mélangés, à peine 1 ou 2 d'entre vous sur 100 parviendraient à la naissance dans la terre pure, ou peut-être à peine 3 ou 5 sur 1000. Et pourquoi donc ? Parce que vous perdriez la pensée correcte, que perturberait vos affinités avec les pratiques mélangées, parce que vous ne seriez plus en adéquation avec le vœu primordial du Bouddha, parce que vous seriez en contradiction avec l'enseignement, parce que vous ne suivriez plus les paroles du Bouddha, parce que vos pensées ne seraient plus continues et que votre réflexion serait interrompue. Parce que votre vœu et votre transfert de mérite ne seraient plus diligents ni authentiques, parce que les passions du désir, de la haine et des vues fausses viendraient vous interrompre, parce que vous n'aurez plus le cœur de contrition ni de repentance. De plus,
Comme vous n'auriez plus de reconnaissance continue envers la bienveillance du Bouddha, la négligence naîtrait en votre cœur, parce que même si vous accomplissiez la pratique, ce serait toujours en fonction de votre renommée, parce qu'en disparaissant derrière votre égoïsme, vous ne seriez plus intime avec vos condisciples et amis de bien, parce que vous rapprochant avec plaisir des adeptes des pratiques mélangées, vous feriez obstacle à la pratique propre, menant à la naissance de la terre pure tant pour vous-même que pour autrui. Pourquoi affirmer cela? Parce que je constate actuellement que les religieux et les laïcs de tous côtés n'ont pas la même compréhension ni la même pratique et qu'ils divergent à propos des pratiques propres ou mélangées. C'est seulement si vous rendez votre attention exclusive que vous irez naître dans la terre pure à 10 sur 10. Mais si vous cultivez les pratiques mélangées, vous n'aurez pas le cœur sincère et pas un seul d'entre vous sur 1000 n'y naîtra. Les avantages et désavantages des deux catégories de pratiques ont été définis ci-dessus. Je souhaite respectueusement que tous ceux qui pratiquent pour aller naître dans la terre pure évaluent bien eux-mêmes leurs capacités personnelles. Si déjà en cette vie vous souhaitez naître en ce royaume, vous devez absolument y appliquer votre cœur, que vous marchiez ou soyez debout, assis ou couché, et vous vaincre vous-même jour et nuit en attendant la fin. Vous y passerez un maximum toute votre vie, et cela vous paraîtra un peu pénible. Mais à l'instant précédant le trépas, votre vie finira, et à l'instant suivant, vous naîtrez dans ce royaume. Pendant de longues périodes cosmiques, vous recevrez constamment le bonheur inconditionné de la loi jusqu'à devenir Bouddha, sans plus passer par le cycle des naissances et des morts. N'est-ce pas donc réjouissant? Cela doit être su. On retrouve ici beaucoup dans cette discussion de Chandao cette idée vraiment du moment de la mort, de l'importance du moment de la mort, le fait de cultiver les pratiques qui sont les pratiques propres, tournées vers Amida, dans le but de s'assurer qu'au moment de la mort, on ait bien une bonne pensée, qui soit la pensée correcte, qui permette du coup d'atteindre la naissance dans la terre pure. C'est toujours cette idée que le moment de la mort dans le bouddhisme, c'est un moment qui est très fort, puisqu'en fait, c'est ce moment qui fait la bascule entre une vie et une autre. Donc si au moment de mourir, notre pensée d'un coup se porte vers les croissants aux amandes, et puis vers le Bouddha, eh bien cette pensée de désir pour les croissants aux amandes va être extrêmement forte et va peut-être nous entraîner dans une destinée de boulanger. Non, j'en sais rien du tout, je dis des conneries. Mais vous voyez l'idée. En fait, ce moment est extrêmement fort, il nous tire, il est puissant karmiquement en fait, il est vraiment très puissant karmiquement. Mais, eh bien, on retrouve toujours cette angoisse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de dire, mais du coup, si ce moment est si important, c'est vraiment très angoissant parce qu'il ne faut pas le rater. Qu'est-ce qui se passe si je meurs sans avoir prévu? Qu'est-ce qui se passe vraiment par un pur accident que je n'ai pas vu venir? Qu'est-ce qui se passe si je sombre dans la démence avant de mourir? Qu'est-ce qui se passe si j'ai tellement de souffrance au moment de la mort que je ne peux pas tourner mon esprit vers le Bouddha parce que j'arrive pas à tourner mon esprit vers quelque chose? Qu'est-ce qui se passe si? Et là-dessus, la réponse de Shinran, celle dont on a déjà pas mal parlé, c'est justement de dire que, en fait, le moment de la naissance dans la terre pure n'est pas comme ce qui est écrit ici par Chandao. Ce n'est pas le moment où je suis sur le point de mourir, je pense au Bouddha, et du coup, ma dernière pensée est là et je renais dans la terre pure. En réalité, pour Shinran, ce moment de la naissance dans la terre pure, il peut être réalisé dans le quotidien. C'est le moment où on s'en remet vraiment de tout cœur au Bouddha Amida. À ce moment-là, on ne peut plus être séparé du Bouddha. Donc, peu importe ce qui se passe par la suite, on a déjà réalisé la cause de la naissance de la terre pure, et donc on n'a pas à s'inquiéter du moment de la mort. C'est un point qui est extrêmement important pour Shinran, qui est très spécifique au Jodo Shinshu, cette non-inquiétude du moment de la mort, parce que peu importe à quoi je pense, si je m'en suis déjà remis au Bouddha, le Bouddha est déjà avec moi, je suis déjà en permanence lié à lui, il explique, c'est comme si notre cœur résidait déjà dans la terre pure, donc j'ai déjà un pied dans la terre pure, c'est simplement que j'en ai encore un dans ce monde-ci, et donc il suffira au moment où mon pied dans ce monde-ci, tombera, il me restera mon pied dans la terre pure et il est déjà là en fait. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc c'est une vision qui est toujours un petit peu différente à nouveau, ça, important de le préciser. Et je regarde Gulli qui disait la conseillère d'orientation quand tu lui dis que tu veux faire à la fois astronaute, pompier et influenceur. Ne t'éparpille pas trop, Simon, s'il te plaît. Tu vas choisir un métier et tu vas le faire toute ta vie. Comme un gros soumis. Horrible. C'est ça, exactement ça. Commentaire personnel. À la lecture d'un tel passage, nous devons absolument abandonner les pratiques mélangées et cultiver le Nembutsu exclusif. Pourquoi abandonner la pratique propre exercée exclusivement, laquelle fait naître dans la terre pure à 100%, et pourquoi s'attacher obstinément aux pratiques mélangées par lesquelles pas un seul surmêle ne pourra y naître? Et là, pareil, pour Shinran, cette idée du 100%, il la reprend aussi, mais quand lui, il parle de 100%, ce qui sous-entend, c'est que toutes les personnes qui s'en sont remis dans cette vie au Bouddha Amida d'un cœur sincère, vraiment, qui ont eu cette expérience de Shinjin, elles vont toutes renaître dans la terre pure à 100%.
Et il n'y a rien de ce qu'elles pourront faire qui pourra les empêcher. Et ça ne veut pas dire à nouveau que les gens qui, suite à cette expérience-là, peuvent faire n'importe quoi, parce que justement, c'est une expérience dans laquelle on a laissé entrer la compassion du Bouddha dans notre vie. Donc, naturellement, on va avoir envie de devenir meilleur. Naturellement, on va baigner dans cette compassion comme un petit sachet de thé qu'infuse dans l'eau chaude, hein. On va au fur et à mesure diffuser. On va, on va, c'est comme si Amida c'était un petit sachet de thé et nous on est de l'eau. Au fur et à mesure, ça va se diffuser en nous. Mais il n'empêche que, même si on fait des conneries parce qu'on est des gugus normaux, on n'a pas la vision concrète et on n'a pas la compréhension concrète des causes et des conséquences de chacun de nos actes, eh bien, nos actes ne vont pas avoir d'influence sur notre naissance dans la Terre pure. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Donc, du coup, à ce moment-là, 100% des gens qui ont eu cette expérience, pour Shinran, renaissent dans la Terre pure. Alors que les personnes qui auraient pratiqué, là où c'est un point où on va vraiment avoir une opposition par rapport à ce qu'on est en train de lire, hein, alors que si des personnes pratiquent le Nembutsu, récitent le Nembutsu plein de fois, mais elles sont toujours en train de se baser sur leur propre force. C'est-à-dire, ce n'est pas un Nembutsu dans lequel elles s'en remettent au Bouddha, mais c'est vraiment un Nembutsu du je récite le Nembutsu pour gagner des mérites, je récite le Nembutsu, c'est mon Nembutsu, Nembutsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida, c'est à moi. C'est mon Nembutsu, c'est ma pratique. Et bien, si ces gens-là, du coup, au moment de la mort, pensent à autre chose, eh bien, à ce moment-là, en tout cas, d'après la logique de Shinran, eh bien, ces gens n'atteindront pas la véritable naissance dans la Terre pure. Ils atteindront un ersatz de naissance dans la Terre pure parce qu'ils n'ont pas réussi à s'en remettre entièrement au Bouddha Amida. Voilà la différence. Donc, c'est pas mal subtil, mais à nouveau, différence qui est extrêmement, extrêmement importante. Voilà. Et mais bien sûr, un Shinran maintient aussi cette idée que, pour revenir sur cette histoire de pratique mélangée et pratique propre, la logique de Shinran, elle est de dire, si vous vous en remettez entièrement au Bouddha Amida, vous n'avez pas de raison d'aller chercher d'autres Bouddhas, parce qu'en fait, vous avez conscience que le Bouddha Amida, sa compassion entoure tous les êtres, pour Shinran, c'est vraiment le plus puissant de tous les Bouddhas. C'est même, sans revenir dans mon histoire de paradoxe temporel dont j'avais parlé un lundi, c'est même le Bouddha qui serait à l'origine de tous les Bouddhas. Pour Shinran, c'est vraiment le Bouddha primordial. Donc pourquoi aller s'embêter et perdre du temps à aller voir d'autres Bouddhas quand au contraire, eh bien, en fait, on a déjà cette compassion du Bouddha autour de nous et on peut profiter de cette compassion au quotidien. Donc, c'est plus dans ce sens-là que lui, il va avoir cette histoire de pratique propre versus pratique mélangée, en fait. C'est qu'une personne qui s'en remet entièrement au Bouddha, eh bien, s'en est remis uniquement au Bouddha Amida. Elle a confiance dans ce Bouddha-là, et donc elle n'a pas de raison d'aller chercher les autres Bouddhas à côté, quoi. Même si, bien sûr, hein, ça n'empêche pas d'apprécier les actions des autres Bouddhas, mais c'est un petit peu différent. C'est comme si Amida était au-dessus de tous les autres Bouddhas. Amida, il englobe l'entièreté des autres Bouddhas et des autres Bodhisattvas, qui sont tous un peu ses disciples d'une certaine façon. Donc, en tout cas, sous l'interprétation de Shinran. Voilà, et du coup, c'est ce qui conclut ce deuxième chapitre avec plein de notes de Jérôme Ducor, très intéressantes. Je ne suis pas revenu tout dans le détail, mais je vous conseille de regarder un peu les notes aussi parce qu'il explique plein de petits détails sur lesquels je ne suis pas forcément revenu parce que je voulais mettre l'accent sur d'autres choses. Donc voilà, c'est intéressant, hein. Ce livre est encore trouvable. Donc, pardon. Yep. Tiens, je mets un petit marque-page. Tac. Voilà. Ça me rappelle juste l'épisode de Malcolm, dit Gulli, dans lequel Loïs est outré parce que Dewey voit une autre maman. C'est ça. Ou ça fait ça quand t'apprends que ton chat, il disparaît genre 3 heures par jour et en fait, il va voir une autre maison. Ah, c'est horrible. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est horrible. Moi, j'avais des chats à l'inverse qui se barraient de chez leur proprio quand j'étais gamin et qui allaient chez nous parce qu'on avait un appart qui était 1 ou 2 étages plus bas dans l'immeuble et ils venaient souvent chez nous parce qu'ils nous aimaient bien. Et du coup, ils passaient à moitié de la journée chez nous. J'aurais été trop outré. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est clair et que ça reste intéressant. Voilà, j'avais vraiment envie de nuancer au fur et à mesure cette histoire pour que vous compreniez bien que dans une optique Jodo Shinshu, le guet vers la terre pure, ce Senjakushu de Honen, doit être un petit peu nuancé. On peut pas prendre les arguments tels quels. En tout cas, Shinran, dans son propre système philosophique, les arguments qui sont mis là ne collent pas exactement. Ils sont proches. Mais Shinran apporte son petit twist personnel qui fait qu'on est obligé, voilà, d'y apporter quelques petites modifications pour le système, quoi. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça avant qu'on se pose méditer? Ah, salut Tomoyo! Un peu beaucoup en retard. Pas de souci, pas de souci. Comment ça va de ton côté? Du coup, t'es en vacances là? Comme t'as fini tes examens et tout?
Yeah, trop bien. Profite bien des vacances. Ouais, ça n'aurait pas de souci, hein. Si tu veux profiter un peu des vacances et te lever plus tard, il y a aucun souci. De toute façon, il y a aussi bien sûr les replays, donc il y a pas de problème, pas de problème. Et donc la semaine prochaine, on regardera, il va discuter du grand sutra de l'infini. En fait, la suite du bouquin sera consacrée à chacun des 3 sutras de la Terre pure, le grand sutra de vie infinie, le sutra des contemplations et le petit sutra d'Amida. Donc, il va un petit peu détailler le contenu de chacun de ces sutras et comment et pourquoi chacun de ces sutras, au final, pointe vers la pratique unique, qui est la pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, lundi prochain, lundi de la semaine prochaine, sur le Discord, que je vous mets le lien ici, on va faire une petite cérémonie bouddhiste. Tous les lundis, on fait une cérémonie bouddhiste dans laquelle soit je réponds aux questions des gens. Donc là, c'est vraiment sur le Discord, donc on est vraiment en direct aussi, mais c'est beaucoup plus fermé que sur Twitch. Donc je fais une cérémonie bouddhiste et on discute des enseignements. Et là, je vais faire une cérémonie un petit peu particulière lundi. On va lire en français le petit sutra d'Amida qui est très court, enfin très court, relativement court. Et ensuite, je vais vous le réciter dans la version japonaise, donc la version qui est la façon dont nous on le récite dans ma branche du bouddhisme. Comme ça, vous pourrez avoir le sutra avec le contenu et l'aspect plus rituel, plus liturgique. Comment est-ce qu'on récite ce sutra dans ma branche. Donc voilà, ce sera l'occasion. Et sinon, voilà, j'en profite pour répondre aux gens, ou alors je fais des exposés, mais c'est vraiment très orienté sur le Jodo Shinshu, donc mon école du bouddhisme, avec voilà, un rituel Jodo Shinshu en entrée et des discussions sur le Jodo Shinshu ensuite. Voilà. Ça, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez venir. Ou simplement, vous pouvez aussi venir sur le Discord parce qu'on discute de plein de choses. Il n'y a pas que le Jodo Shinshu pour le coup, hein. Autant mes cérémonies, parce que je suis un moine Jodo Shinshu, je fais des cérémonies Jodo Shinshu et c'est orienté, ma discussion est orientée Jodo Shinshu le lundi, mais on a aussi plein d'autres sous-forums de discussion sur les autres branches du bouddhisme, parce qu'on a des pratiquants d'autres branches, hein, du Theravada, on a des pratiquants des autres écoles de la Terre pure, on a des pratiquants intéressés par le Shingon, voilà, il y a plein d'écoles différentes. Et on commence à essayer d'organiser doucement avec des autres membres des petits ateliers, groupes de discussion sur d'autres thèmes. Il y a par exemple un des membres d'Agdec qui faisait de temps en temps des lectures de contes et d'histoires zen, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc on essaie de développer tout ça. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du bouddhisme. Au contraire, hein, c'est un endroit qui est là pour si vous voulez poser vos questions.